Bonjour à tous, bienvenue dans l'Air du Son, 6e émission. Déjà, eh bien oui, encore 40 minutes où nous allons discuter, écouter de l'audio parlé. Et si vous êtes petit nouveau, encore vierge de nous dans vos oreilles, eh bien ici, on essaye de comprendre où va l'audio, comment se transforme-t-il et qui sont les gens qui le font évoluer. Une émission rendue possible par la production d'audible.fr et de Binge Audio. En fait, aujourd'hui, l'Air du Son va se placer de l'autre côté du miroir, enfin, du côté du casque. Pour une fois, on va arrêter de parler de nous et on va s'intéresser aux gens qui nous écoutent. Les podcasts, c'est avant tout des communautés d'auditeurs, fanatiques, attentifs, commentateurs compulsifs ou simples passionnés du contenu. Parlons podcast, parlons auditeurs, parlons communauté. On y va, c'est l'Air du Son. Aujourd'hui, autour de moi, à la table de l'Air du Son, deux voix que vous entendez parfois, sûrement, souvent, certainement. D'abord, Fibre Tigre. Alors, si on ne connaît pas ton vrai nom, tu as néanmoins le visage découvert aujourd'hui, ce qui me permet de voir que tu existes vraiment. Et ça, c'est bien. Tu travailles pour la maison de production de podcasts Qualité, une plateforme qui produit, entre autres, les podcasts de Studio 404. Et tu es chroniqueur pour Studio 404. Donc, bienvenue parmi nous. Bonjour, Adriane. À tes côtés et à mes côtés, Antoine. Antoine, tu es le cofondateur et animateur du podcast 2 heures de perdu, produit par Fréquence Moderne. Ouais. Dans 2 heures de perdu, comme son nom ne l'indique pas, avec une joyeuse bande, vous parlez de films, vous les décortiquez, vous les commentez scène par scène. Donc bienvenue parmi nous, Antoine. Merci. En fin d'émission, Salomé Kiner s'adressera elle aussi à sa communauté, celle qui aime les livres et qui aime encore plus écouter les livres, tellement que c'est beau, elle va nous en conseiller un. On peut y aller, je crois. Alors, pour commencer, instinctivement, enfin, pour moi en tout cas, quand on dit, qui dit podcast et communauté, dit podcast à thème, pour moi, parce que les groupes se retrouvent autour d'une passion, d'un thème commun, un peu comme des supporters derrière une équipe de foot, ou des fans de vélo, de cuisine, de séries, de cinéma, de philo, etc. Tous les thèmes dont je viens de vous parler font l'objet de podcasts. Antoine, toi qui es une des voix d'un podcast de cinéma qui marche très bien, 2 heures de perdu, comment tu décrirais la communauté de 2 heures de perdu? Alors je suis pas spécialement d'accord avec le fait qu'il y ait une communauté parce que c'est lié à un univers, le cinéma, le foot, etc. Je prends comme contre-exemple, tu vois, des radios libres. Nous, on s'est beaucoup inspiré des radios libres, tu vois, des D-Fool, Max, Fun Radio, etc. Et c'est plus un ton qui amène un caractère sympathique, c'est-à-dire que la personne s'identifie à toi en disant « Ah putain, mais je suis vachement proche de lui parce qu'on a les mêmes expressions, les mêmes tons, on aime les mêmes choses ». Et je pense que la communauté, elle vient plus de là, plutôt que... sachant que nous, on parle de cinéma, mais on en parle très mal. On s'y connaît pas du tout. Donc on n'a pas forcément des aficionados du 7e art derrière nous, mais c'est plus je pense que c'est des gens qui apprécient le format parce qu'on ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Et indirectement, la communauté, je pense qu'elle vient un peu de là. C'est le côté décontracté, c'est relâché. Et je pense que c'est plus ça que le cinéma. Après, je me trompe peut-être, mais moi, c'est comme ça que je l'identifie. Et quand nous, on a rencontré notre communauté, au final, on a parlé très peu de cinéma. Et pour toi, Fibre Tigre, tu penses qu'il y a un lien un peu étroit entre l'angle du podcast et la communauté ? Dans Studio 404, bien qu'on soit un podcast numérique, en fait, on parle de choses hyper humaines. C'est-à-dire que quand on parle de Twitter, en fait, on parle de notre relation à notre image ou quand on se la pète, par exemple. Voilà, on essaie d'analyser ça. Et il faut voir que historiquement, dans Studio 404, donc c'est un vieux podcast. C'est un podcast qui date, qui était un des premiers podcasts Next Generation avec un environnement assez professionnel. Et quand on est arrivé, je pense qu'on a été détesté parce que on était des Parisiens, donneurs de leçons, et on avait un contenu un petit peu intéressant technique parce que c'était une époque où on parlait pas de Twitter ni à la radio ni à la télé. Et du coup, il y avait ils sont parisiens insupportables, mais au moins ils parlent de choses qui nous concernent un peu. Et c'est vrai qu'on l'était. Mais depuis, on n'a pas changé de ton, mais on se vanne entre nous. C'est-à-dire qu'on a créé des personnages et on se déchire bien entre nous-mêmes. Ce qui fait qu'on a toujours quelqu'un qu'on déteste sur 404 et il se fait casser dans l'émission. Donc on a beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc on s'est rendu sympathique par autodérision. Voilà. Je peux rebondir là-dessus en disant qu'il y a un truc qui est très similaire à la série télé, qui connaît aussi ses communautés, parce qu'il y a des personnages identifiés, etc. Et nous aussi, on joue des rôles. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, mais il y a toujours la personne, on va lui tracher la tête, l'autre, elle a toujours ses gimmicks, etc. Et je pense que c'est aussi cette récurrence,
cette chose-là qui crée la communauté. Oui, et ce qui est intéressant aussi, pour encore rebondir, c'est que dans les séries télé ou dans les dessins animés, les personnages, ils bougent pas. Et nous, on bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me sortent des dossiers d'il y a 4 ans en disant ouais, t'as dit ça sur ça. Et j'ai complètement changé d'avis depuis, où c'était pas du tout mon combat, tu vois. Et je dis ouais, ok, d'accord, tu vois. Mais c'est assez compliqué. Voilà. Dans la saison 1, il était méchant, mais dans la saison 3, finalement, il est sympa. Donc pour vous, en fait, l'angle et le thème du podcast n'a pas forcément d'incidence. Alors, tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec ça, par exemple. Ça en a une, c'est-à-dire, tu vois, si c'était le même truc, mais sur les poneys, là, on aurait une communauté poney beaucoup plus petite. J'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est que si on était, par exemple, un podcast uniquement hardware, je pense pas qu'on aurait autant de filles. Voilà. Je suis désolé de tenir un propos hyper sexiste, mais bon, c'est comme ça. Moi, je connais des écoles d'ingénieurs électroniques, tu es ingénieur aussi. Il y a 1% de filles dans ces écoles-là. Donc voilà, il y a des thèmes qui sont plus masculins et d'autres qui sont plus féminins. Et là, par contre... Il y a des thèmes qui sont plus fédérateurs aussi. Par exemple, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Fanny Cohen-Moreau, qui a créé au début de l'année un podcast qui s'appelle Passion médiéviste. Donc comme son nom l'indique, c'est un podcast sur l'histoire médiévale. Et pendant 15 minutes, elle étudie des étudiants en histoire pour qu'ils racontent leur sujet d'étude. On écoute juste un extrait. Après, on entend Fanny. Tu es étudiante en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en juin 2017, tu as présenté un mémoire intitulé « Les sceaux des comtesses de Flandre et de Hainaut du XIIIe au XVe siècle » sous la direction d'Olivier Matteoni. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet ? Tout d'abord parce que j'avais fait de l'histoire de l'art pendant ma licence, et donc ça me permettait de faire aussi bien de l'histoire politique que de l'histoire des représentations, et donc d'étudier l'histoire médiévale par un objet qu'on étudie finalement très peu, qui est le sceau. En M1, je me suis concentrée donc en fait sur les princesses initialement. C'était le sujet un petit peu large qui m'avait été donné par mes directeurs, et je me suis donc beaucoup posé la question au cours de mon M1, finalement, qu'est-ce qu'une princesse ? Et il en a découlé que les princesses étaient des femmes issues de la haute aristocratie, de la haute noblesse médiévale, et donc que ça englobait les comtesses, les duchesses, les vicomtesses. Et donc j'ai fait le choix de me consacrer aux comtesses de Flandre et de Hainaut. Et alors du coup, donc Fanny, elle a parfaitement conscience du fait que son thème d'histoire médiévale lui a ouvert les portes d'une énorme communauté sur Internet. Par exemple, sur Twitter, en fait, il y a une énorme communauté de médiévistes, de gens qui aiment et qui étudient l'histoire médiévale, mais vraiment, j'étais surprise de voir ça, à quel point c'était relayé par des gros comptes, par des comptes qui sont suivis par des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, sur Twitter, on peut faire une option de mettre des contacts dans une liste pour lister les gens. Et là, par exemple, je liste les gens francophones qui parlent d'histoire médiévale. J'ai dépassé les 150 comptes, et je pense que j'en suis encore loin d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, et ça montre à quel point, sur Twitter et les réseaux sociaux en général, on peut vraiment toucher des gens de niche si on arrive à vraiment avoir les bons contacts. La première personne que j'ai interviewée, donc Justine Debrun, elle a un compte Twitter, et en fait, je savais qu'en l'interviewant elle en premier, ça serait relayé sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'est pas ultra connue, mais elle a quand même son petit réseau de médiévistes sur Twitter, et ça a marché. La preuve, voilà, j'en suis à 850 écoutes depuis quelques mois. J'ai compté là-dessus, et je suis contente parce que ça a vraiment fonctionné. La communauté de médiévistes et de gens qui aiment l'histoire en général a aimé ce que j'ai fait et l'a partagé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Fanny vient de je pense que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que là, effectivement, sa communauté, elle vient de son thème, qui est la niche. Enfin, il n'y a aucune émission de radio médiéviste. Alors justement, j'allais dire, en fait, c'est le deuxième podcast en francophone sur l'histoire médiévale. Il y en a un autre de chez Radio Kawa. Donc, autant pour moi. Voilà. En gros, c'est pas une offre aujourd'hui qui est complète, saturée, etc. Et donc, je pense que pour les gens qui apprécient le médiéval, c'est super, c'est un nouveau truc, etc. Donc, ils s'échangent. Donc là, il y a une communauté qui se crée très rapidement. Moi, je trouve personnellement que 404 et 2 heures de perdu, c'est pas généraliste, c'est quand même très ciblé. Mais c'est moins niche quand même, ça reste c'est plus ouvert, hyper accessible. Ouais, mais après, attendez, je veux dire, moi j'ai un podcast chez Qualité qui s'appelle Trajectoire sur les mathématiques, et on ne vulgarise pas, on parle d'actualité des mathématiques, donc il n'y a rien de plus obscur que ça, quoi. On a des écoutes en milliers d'écoutes, et parce que tout simplement, en fait, on est 60 millions de Français, plus la communauté francophone, donc il y a forcément des milliers de mathématiciens, des milliers de médiévistes, etc. Et Fanny, elle dit bien aussi que cette communauté qui, certes, est une niche un petit peu, mais elle est très présente sur les réseaux sociaux, et que concrètement, ça l'a quand même aidé à faire voir son podcast, à le faire écouter. Il y a vraiment un bénéfice à tirer de ça.
Mais je pense qu'il y a les deux facteurs, hein. Il y a la communauté qui vient à toi et il y a toi qui fait en sorte que ça se passe bien. Nous, au tout début de 2 heures de perdu, on était, on n'avait pas Twitter. Moi, j'avais Facebook pour, même pas parce qu'il y avait ma mère sur Facebook, donc ça me faisait chier d'y aller. Mais en gros, on s'était dit, on va pas jouer à ce jeu-là. On s'en fout, on va rester anonyme, on va pas répondre aux gens, on va même pas faire de mail, on va rester inaccessible. On va diffuser et c'est tout. On le fera pour nous. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que vas-y, on va quand même faire un mail, etc. Puis il y a des gens qui nous écrivent en disant. Et t'as ouvert ton compte Twitter ? Faites un Twitter, etc. En janvier 2017, je discutais avec Fibrotique qui me dit tu devrais te mettre sur Twitter. Je me suis mis sur Twitter. Donc finalement, moi, je me suis totalement abandonné dans ce game. Mais tu te prends au jeu parce qu'en fait, au début, tu dis oui, on s'en fout, etc. Et après ça, tu te rends compte que ça te mousse un peu. Il y a un peu un truc d'ego, il y a un peu un truc d'audience aussi. Tu te dis mais c'est génial, on va développer ça, on va faire ça. Et puis. Après, moi, mon rêve, c'était mais le faire en public, ça serait génial. Et donc, ça va forcément passer par tous ces trucs-là. Et donc, au début, tu veux pas le faire. Après, tu te mets à le faire. Et après ça, si tu dis tant qu'à le faire, autant le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire, c'est un peu networker. C'est-à-dire un peu essayer d'inviter des gens, un peu essayer d'entretenir, c'est-à-dire poster, etc. Ouais, c'est dans l'air du temps. Ouais. Moi, je dirais par exemple sur Studio 404, c'est Lame qui a été donc le créateur de l'émission et aujourd'hui l'animateur et un peu notre chef qui a fait une politique de sniper très précise de gestion de communauté et il a fait un sans faute. Mais il a pris des décisions folles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était il y a 1 an, quand on crée notre Patreon, donc pour récupérer de l'argent auprès de la communauté, il dit on va ouvrir un forum, le truc des années 2000, tu vois. Et tu ouvres un forum et 1 mois plus tard, tu as 0 personne qui parle dessus. C'est une autre façon de dire ton émission, il n'y a personne qui l'écoute, tu vois, et tes écoutes, tu les as achetées, whatever, tu vois. Donc c'était une prise de risque énorme qui a marché parce que il a tout organisé pour que ça marche. Et du coup, aujourd'hui, le forum, qui est un truc old school, ça marche très très bien, c'est un très bon outil de gestion de communauté. Et du coup, tu disais justement pendant le nouveau podcast que cette communauté-là, elle vivait sans vous. Complètement. Elle évoluait complètement. Alors, à tel point sans nous que totale, quoi. De temps en temps ils ont la courtoisie de dire voilà, la communauté va faire un pique-nique, est-ce que vous voulez venir les animateurs, mais là carrément il y a 2 jours ils ont fait une soirée dans un bar sans nous. Alors moi je leur ai dit quand même vous savez nous quand on fait des soirées on gagne un petit peu d'argent, donc prévenez-nous quand vous faites des soirées. Mais ouais, ils vivent en totale autonomie, mais c'est parce que sur 404 a cette particularité que c'est une émission de débat, où on essaie de susciter le débat, c'est-à-dire qu'on présente un sujet et on va le présenter un petit peu de mauvaise foi en disant, par exemple, je vous en citais un que j'aime bien, c'est Kickstarter, ça sert à rien. Kickstarter, c'est toxique. Alors évidemment, c'est pas vrai dans l'absolu, mais nous, on le présente de façon caricaturale, de façon à ce que les gens s'énervent et interviennent et réfléchissent et argumentent. Ce qui fait qu'on a toute une communauté qui aime débattre, qui aime s'énerver, qui aime avancer, qui sait ce que c'est que la mauvaise foi, parce que voilà. Et du coup, ils aiment se rencontrer et discuter ensemble. Voilà. Vous faites régulièrement des événements où vous rencontrez vos auditeurs Alors, nous, on fait une émission en public tous les 3 mois. Quand et elle a un grand thème, donc la dernière fois c'était la politique. Ensuite on fait des soirées dans un endroit à Paris qui s'appelle Les Pioles, très cool, très geek, où on se rencontre, et on fait aussi des enregistrements d'interviews, c'est-à-dire qu'on enregistre les prochaines questions des auditeurs. Dans notre émission même, dès la toute première émission il y a 4-5 ans, il y avait des questions d'auditeurs qui sont posées la veille sur Twitter, vous avez des questions pour nous, donc on y répond en direct. Et enfin, effectivement, on a fait quelque chose assez fou, on a fait un rassemblement déconnecté de 3 jours là récemment, qui s'appelait le Camp, et ça a été un lien social extraordinaire. C'était fantastique de se retrouver avec les auditeurs. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos téléphones et tout ça, c'est ça? On n'avait aucune électronique, on n'avait même pas l'heure. Et on a eu un grand feu, et pendant 3 jours, 60 personnes avec des tentes autour d'un grand feu, sans aucun repère, rien. Il y a même eu les attentats de Londres pendant ça, on n'était pas au courant. Et c'était fantastique. C'est-à-dire, on a découvert des gens, et puis il y avait des Suisses, des Belges, on a découvert un petit peu la communauté dans son ensemble. C'était voilà. Et c'est tellement bien qu'on va refaire un camp déconnecté avant la fin de l'année, donc c'était une grande réussite. Et Antoine, dans 2 heures de perdu, c'est pareil, vous faites parfois des événements où vous rencontrez vos auditeurs dans des bars ou dans des choses comme ça? On a fait un live qui était la première rencontre avec nos auditeurs. Enfin, on appréhendait un peu puisqu'on se disait ça se trouve il va y avoir que des enfants de 12 ans ou ce genre de truc. Et finalement c'était très très bien. Ça nous a vachement saucé aussi, parce qu'il y a un peu un truc tu sais à faire quand tu rencontres pas ta communauté, t'avances un peu dans le vide, quoi. T'es un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que toutes les semaines on se voit, ça prend vachement de temps quand même à faire un truc comme ça, un format, ça me bouffe un peu mon temps. Et des fois, on arrive un peu à rupture, à se dire putain, mais à quoi bon, quoi? À quoi ça sert qu'on fasse ça? Enfin, on sait même pas si on est écouté, on sait même pas par qui, par comment. C'est juste des chiffres. Enfin, au final, on gagne rien de tout ça.
Et le live, ça nous a vachement rassurés de se dire putain, mais en fait, ouais, il y a des gens derrière, ça vaut le coup, continuons. Les gens, ils étaient hyper bienveillants. Et du coup, derrière, on a fait un apéro. Mais c'est plutôt l'autre dynamique, c'est on n'a pas fait un apéro pour entretenir la communauté, on a fait un apéro pour booster notre ego à mort en disant ouais, vas-y, on va les rencontrer. Non, mais après, il y a plusieurs podcasts en France, et on en fait partie, qui sont financés par les auditeurs. Et la gestion de la communauté devient un exercice équilibriste entre on maintient le lien social, on gère l'ego, on gère la motivation et on gère nos clients finalement d'une certaine façon. Alors ça, on y reviendra après. En tout cas, pour ce qui est de la relation avec les auditeurs, j'ai rencontré Henri Michel, qui est le cofondateur et le co-présentateur de Riviera Détente. C'est un peu compliqué à expliquer comme podcast, parce que lui-même n'arrive pas à l'expliquer, c'est drôle. Il m'a dit, c'est une soirée entre copains, une cour de récré... quelque chose comme ça, voilà. Et depuis le début de la semaine, ils ont lancé un hors-série qui s'appelle Les Expats, et c'est donc Henri Michel qui contacte ses auditeurs et qui fait connaissance avec eux. On écoute un extrait. Et alors, qu'est-ce que tu fais en Roumanie ? J'y bosse, ma foi. Tu bosses dans quoi ? Ressources humaines, il en faut. Ressources humaines en Roumanie, c'est bien ça. Ouais, je gère des gens. Alors on amène des task force roumaines en France, mais on envoie nos ressources humaines en Roumanie. C'est pas mal. C'est ça. Et ça te plaît la vie en Roumanie ? Ouais. Bucarest est très très sympa. Il y a un côté belle ville endormie qui est génial parce que t'es dans une rue, t'as une baraque 1930, à côté t'as un immeuble communiste, tu fais encore 3 pas, t'as de l'art déco. Et le tout en train de tomber doucement en ruine. Donc ça donne un côté poétique assez sympa, même si ça désespère un peu les Roumains, mais il y a un côté belle endormie qui est très 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 sympa. Et puis c'est assez dynamique, enfin voilà. Ouais, ça bouge aussi, ouais. Voilà. D'accord, c'est bien. Et tu écoutais déjà Riviera Détente à Maurice ? Rapide. En fait, je pense que comme un peu tout le monde, c'est les aventures de papa et des cuisiniers qui m'ont fait arriver à Riviera Détente, quoi. Après, tu viens de spoiler arrière, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, c'est bien, papa. Les aventures de Jérémy Izard. J'ai lancé un appel sur mon Facebook parce que je sais pas, j'avais ressenti une envie de vraiment d'aller encore plus loin dans le rapport qu'on a avec la communauté qui est très très active avec Riviera Détente, très très présente. Tous les épisodes sont retranscrits par la communauté d'auditeurs. Alors que si tu écoutes un épisode de Riviera Détente, c'est du discours en état d'ébriété et des monologues et que c'est très long. Et une fois, j'ai demandé, parce que ce serait super si on pouvait avoir les épisodes retranscrits. Et les gens s'y sont mis en l'espace de 72 heures. Déjà, la quasi-totalité des épisodes avaient retranscrit par les gens. Et on a un groupe de gens qui, à chaque épisode, font la retranscription. Et on a des Rivieros qui ont fait le dictionnaire du Rivieraverse, c'est-à-dire de tous les termes et des personnages fictifs qu'on invente au fil des épisodes, qui en ont fait un lexique qui est présent sur le site. Donc, je veux dire, il y a une énergie qui te porte complètement et qui t'échappe complètement. Et là, j'ai vraiment voulu avoir une approche plus quantitative. Et donc, je me suis fait une petite idée d'un petit marathon. Tout le dimanche, j'ai fait une permanence sur Skype. Et j'ai eu 200 personnes qui se sont proposées pour parler avec moi. J'en ai gardé 40 pour cette première session d'enregistrement. Et c'était extraordinaire parce que vraiment, c'est tous les profils. Des gens qui sont à l'autre bout du monde, comme des gens qui sont déjà sur la Riviera, des gens du Nord, des Bretons, des personnes en recherche d'emploi, des personnes qui sont intermittentes, d'autres qui sont médecins, archéologues. Enfin, tu vois, une espèce avec un trait commun, c'est ce rapport à l'émission et cette décontraction et la volonté de se marrer et de pas se prendre trop au sérieux, quoi. Voilà. Vraiment, sur 40 personnes, j'ai eu aucun moment de gêne, de malaise, où tu sais pas quoi dire à la personne, on sait pas quoi se dire. Et la plupart de ces personnes, je les connaissais même pas avant qu'elles appellent. Et c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Du coup, comme disait Antoine avant les extraits, c'est vrai que rencontrer aussi les gens qui nous écoutent et qui se mobilisent un peu pour nous, c'est vrai que ça renforce un peu l'envie. Alors aujourd'hui, on est quand même une société, une SAS, et on a un impératif de produire parce que notre économie vient de nos auditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas une émission, les auditeurs ont tout à fait le droit de dire « mais attendez, je vous ai donné de l'argent, il est où ?» Et
on aurait du mal à l'expliquer. Donc on commence à avoir des responsabilités par rapport à ça. Donc ça rigole plus. Voilà. Est-ce que vous comprenez le fait de se mobiliser ? Tu disais tout à l'heure que vous, la communauté vit sans vous et fait vraiment évolue sans vous. En fait, ce que je trouve excitant, c'est que, et je pense que c'est un peu le cas de 2 heures perdues, on fait changer les choses. C'est-à-dire, il y en a marre de ces émissions où on se vous voit et où on dit bon, je vais vous expliquer ce que c'est que Twitter, où on lâche pas des scuds de temps en temps. Voilà, donc là on a une émission où on parle franchement. 2 heures perdues, c'est pareil, il y a une liberté de ton hyper intéressante. Riviera détente, c'est encore autre chose, et c'est des territoires d'expression qui n'existent pas parce qu'il y a une sorte de, le mot est un petit peu fort, mais de censure institutionnelle. C'est-à-dire que si demain tu as un format comme Studio 404, Riviera détente, éventuellement 2 heures perdues, mais il est quand même cool, tu vas le voir, tu vas voir n'importe quelle émission de production, tu leur dis voilà, ça va être cool, j'y crois. Les gens vont dire mais non, c'est nul, c'est pas du tout dans les normes, votre émission elle dure 50 heures, voilà. Et donc tous ces gens-là, on leur dit va vous faire foutre. Et chaque fois qu'on a de nouveaux éditeurs et des bonnes audiences, on se venge un peu de cet establishment qui nous fait chier, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec Fibre Tigre, mais nous c'est un peu la dynamique inverse, c'est que on n'évolue pas dans cette frustration de la radio, parce que moi je te dis, on s'inspire nous des radios libres. Et franchement, si j'avais une centrale d'appel chez moi, je ferais de la radio libre. Genre, je recevrais des coups de fil d'auditeurs. J'ai beaucoup réfléchi à comment le faire, mais pour l'instant, je peux pas le faire sans standard. Moi, je pense que ce qui marche, c'est la personnalité. Dans les 3 formats que tu as cités, il y a beaucoup de personnalité, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà des sujets abordés, il y a des personnalités fortes derrière. Et je pense qu'il y a de la mobilisation, parce que les gens, quand ils vont à un apéro de 404, ils vont pas en disant ah mais j'adore la culture numérique, ça me fascine, je me mobilise à mort. Ils y vont parce qu'ils veulent voir Lame, ils veulent voir Fibre Tigre, ils veulent voir Daz, ils veulent voir Mélissa, etc. Et c'est pareil, je pense pour 2 heures de perdu, ils y vont pas en disant ah bah j'adore le cinéma, je vais aller à cet apéro, ça a l'air intéressant. C'est-à-dire que c'est devenu un produit en soi, en fait, qui est totalement différent du il manque le mot là, mais vous avez compris mon idée. Oui, les normes du marché. Et du coup, on parle de personnalité et de mobilisation des auditeurs. Moi, j'ai rencontré Daniel Mermet, qui est du coup le présentateur historique de l'émission Là-bas si j'y suis. C'est une émission qui a duré 25 ans sur France Inter avant d'être stoppée par la direction. Et à l'époque, il y avait environ 200 000 auditeurs qui s'étaient mobilisés pour Daniel Mermet, qui avait manifesté devant la maison de la radio, qui avait vraiment appelé à ce que l'émission continue. Je vous laisse écouter un extrait du dernier épisode qui avait été... Juste avant, une chose, c'est qu'il faut donner quand même le contexte. Je crois que c'était politique. Il y avait... Voilà, il y avait parce que la Radio France c'est très politique et parce il y que avait c'est vrai que Daniel Mermet est très orienté. Potentiellement, c'était clair, c'était évident. Voilà, parce que il avait sauté au changement de direction. Voilà, donc. Oui, mais il y avait aussi des histoires on veut changer un peu l'antenne, on veut rajeunir un peu. Bon, voilà. Tout est politique. Je ne sais pas. Et du coup, donc, on écoute un extrait du dernier épisode qui a été diffusé sur France Inter donc en 2014, où en début d'émission, ils diffusent des messages laissés par les auditeurs sur le répondeur de l'émission. Ce message s'adresse aux dirigeants de France Inter. L'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, est un bien d'utilité publique. Ne la supprimez pas, s'il vous plaît. Sinon, on monte au créneau. On se cotise, on achète une radio Daniel et il aura toute la liberté pour faire toute la semaine. Ou alors on monte devant le siège de France Inter et on sort nos pancartes. Merci. Bonjour Daniel, écoute, j'entends des rumeurs comme quoi ton émission s'arrêterait, donc je profite de la DER des DER pour juste un petit message personnel. Je suis allée en voyage à Paramaribo, un peu à cause de toi, chercher la rue qui monte et qui ne redescend jamais. Et c'était très chouette. Salut Daniel. Ah, ouf. 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 26 juin 2014. Ouf. Ouf. Voilà un seul qui est content. On en a trouvé un, il y en a sur toute la série de messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il y en a un qui est content pour beaucoup, qui se font du mouron, qui s'inquiètent comme nous-mêmes. Il faudrait d'abord dire que la rue de Paramaribo, dans la ville de Paramaribo, il y a une rue qui monte et qui ne descend jamais. C'est effectivement la première émission que j'ai faite à l'Oreille en Coin, il y a bien longtemps.
Alors depuis, l'équipe de là-bas, si j'y suis, s'est installée un peu contrainte sur Internet à partir de 2015 et aujourd'hui, les contenus audio sont accessibles via un abonnement. Mais le passage entre le broadcast et Internet s'est plutôt bien passé si on en croit Daniel Mermet. Ça s'est passé qu'on a été poussé au cul par le public. À peine on était viré que on a fait une pétition, mais puis il y a d'autres qui ont fait des pétitions. Enfin, on s'est retrouvé avec 200 000 personnes, 200 000. Ils ont quand même embauché des gens. Enfin, ils ont assigné des collaborateurs cet été-là pour répondre sur Facebook tout un été sur les réseaux sociaux pour dire non. Enfin, ils étaient couverts de demandes, d'insultes et tout parce qu'ils avaient supprimé cette émission. Qu'est-ce qu'on allait faire? Se barrer? Arrêtez, vous pouvez pas. C'est hors de question qu'on arrête. Donc voilà. Alors on s'est dit, on a copié le scénario de Schneiderman qui s'était fait virer, lui bien avant, en 2007. Et on a fait, on a transformé la pétition en abonnement. Et puis on a fait, puis on a fait tout ce boulot parce que tout ça c'est nous, quoi. Tu vois, le studio, le machin, etc. On a fait ça avec les petits sous des abonnés. Mais tu sais, le temps passe, 14, on est 17, ça fait 3 ans. Alors là, on est en train de chercher le public qui correspond à ça. Non pas ceux qui le savent déjà, mais gagner des nouveaux publics parmi des gens plus jeunes qui aient trouvé les moyens de s'intéresser sans tapiner, quoi. On va pas aller faire... on réfléchit tout le temps sur ce moyen bizarre qu'est Internet. Et c'est ça qu'il faut définir. À qui on parle, putain? C'est pas à qui on parle, c'est à qui on veut parler. Est-ce que vous avez une réaction sur ce que Daniel Mermet vient de raconter? Moi, j'ai 2 réactions. Oui. La première, c'est que, vous savez, il y a un mec là dans le répondeur qui a dit « Ouf, enfin tu t'en vas, mec, on t'en veut plus. Ouais. On veut plus de toi. » Et on n'a pas ça, on n'a pas des réactions de haine, je pense, sur Twitter, enfin sur les podcasts, parce qu'en fait, un podcast, si tu n'aimes pas, t'écoutes pas. Oui, tandis que la radio, c'est quand même imposé. Être imposé, quoi. Voilà, tu t'allumes la radio parce que tu es dans les bouchons, tu te tapes un connard et ça te fait chier, tu vois. Les communautés sont plutôt bienveillantes, voilà. Même si le jour où on s'arrêtera, je sais qu'il y a des gens qui danseront sur nos tombes. La deuxième remarque, c'est que j'étais pas du tout au courant que Daniel Mermet avait continué sur Twitter, sur Internet, ses aventures. Et là-bas.org, il me semble. Ouais. Vraiment, je l'ai jamais croisé, mais jamais sur Internet, quoi que ce soit. Je pense qu'il devrait faire un petit effort au niveau du réseau social. Et il m'a dit qu'il avait un peu de mal encore à ça doit pas être ça. À s'y mettre. En fait, je me demande si ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait, une dynamique où je suis sorti du système classique, à savoir la radio, du coup, je recrée mon truc de mon côté en essayant de survivre parce que là, du coup, il y a un vrai côté survie, quoi. Il faut faire rentrer l'argent parce que sinon, moi, j'ai pas de salaire, je peux pas vivre, etc. Moi, ça, c'est une dynamique qui m'effraie beaucoup. C'est-à-dire que là, on est dans des contraintes de production épée de Damoclès parce que avant, je vivais comme un prince pas comme un prince, j'exagère, mais en gros, avant, j'avais un salaire assuré en faisant ma production. Et là, maintenant, ma production doit vraiment me nourrir. Et donc là, du coup, je suis pris en otage par ma création. Et ça, c'est une dynamique, moi, qui m'effraie énormément. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on fait pas de financement, il n'y a pas d'histoire d'argent. Parce que je veux surtout pas arriver dans un moment de ma vie où je me dirais « Ah, je pourrais même arrêter de travailler et faire ça. » Parce que le jour où je fais ça, ça y est, je suis pris en otage par ma production et là, je suis effrayé. Le basculement vers la monétisation est très compliqué et très délicat. Tu as raison d'être prudent. Studio 404, vous faites un Patreon, c'est ça? Ouais. Et du coup, je me demande, à partir du moment où où il y a monétisation derrière, même si vous le vendez comme quelque chose qui sert non pas à vous rémunérer et à ce que ça continue, mais à ce que vous fassiez des nouvelles choses, si je me trompe pas. Oui. Du coup, à partir du moment où il y a monétisation derrière, à quel moment la relation avec l'auditeur change, puisque d'une certaine manière, on a quand même besoin de lui. Effectivement, l'auditeur devient notre client principal. Donc si demain Whiskas nous dit j'ai envie de vous donner 15 000 € par émission pour que vous ayez un métier de la pub, on est obligé d'aller voir nos auditeurs en leur disant est-ce qu'on peut prendre ou pas. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs récemment. Donc déjà, ils sont un peu des actionnaires du podcast et décisionnaires de la chose. Quand vous avez un podcast qui fonctionne bien, comme 2 heures de perdu, vous pouvez pas dire du jour au lendemain si vous voulez continuer, il va falloir nous donner de l'argent. Parce que ça marchait avant gratuitement et les gens ne comprennent pas pourquoi on passe du gratuit au payant. Par contre, le seul discours viable,
qui est celui de l'âme, donc il est très bien, il est très sain, c'est-à-dire de dire bon voilà, ça vous plaît, c'était bien, ben maintenant on peut faire encore mieux, par contre il va nous falloir des thunes. Et en fait il nous faut plus de temps que de thunes malheureusement, mais on peut pas le demander sur Patreon. Et voilà, mais on a tenu nos engagements, c'est-à-dire on a sorti un nouveau podcast, on en sort encore un à la rentrée, on a fait notre camp déconnecté et on va enregistrer en province, donc voilà, on tient nos engagements. On en parlait un peu tout à l'heure de la relation que les auditeurs peuvent créer avec les hosts, enfin les animateurs de podcasts. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver en radio, cet attachement un peu pour vous ? Je pense que ça pourrait exister en radio sur des formats où les animateurs ont beaucoup de personnalité. Pas nécessairement sur des radios, sur des formats voix off, je parle de musique et c'est très 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 écrit. Je pense qu'il y a une communauté beaucoup moins forte que sur un max de Fun Radio parce que il a ses expressions, ses trucs, il est drôle, il fait interagir sa communauté, ils appellent au téléphone. Donc là effectivement c'est beaucoup plus fort. Dans le cas de Daniel Mermet, du reportage audio de format 30 minutes. Il y en a la pelletée. Pourquoi derrière Mermet il y a une communauté ? Parce que Mermet il a une personnalité super forte, il est un peu engagé politiquement, donc c'est pour ça aussi que derrière il y a une grosse traîne de gens qui le suivent, parce que je pense qu'au-delà du format, ils aiment la personne qu'il y a derrière. Par nécessité, les podcasts veulent se faire connaître, et donc les animateurs, quand ils ont dessous de bon sens comme Antoine, se mettent sur Twitter et ils commencent à parler de leur vie. Effectivement, ils créent des personnages et d'allant, à un moment, ils parlent de leur émission. Et il se trouve que l'ancien monde, celui de la radio et de la télévision, c'est des gens pour qui l'audience était déjà acquise. Et donc, il y a un phénomène de starification par une non-communication. C'est-à-dire, une star de la radio ne va pas communiquer sur Twitter, ne va pas vous répondre. Il n'y a que Hanouna, Valérie Damido, Nico Saléagaz, des gens un petit peu cool qui ne vous répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais s'ils avaient le temps, ils répondraient à tout le monde parce qu'ils vous kiffent et ils sont modernes. Et d'ailleurs, ils sont hyper aimés pour ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez, 404, vous pouvez leur parler, en tout cas vous pourrez parler à Daz, il va vous répondre sans problème, et vous allez pouvoir entamer un dialogue, vous pourrez parler à Antoine, et il y a une accessibilité et effectivement une proximité qu'on ne trouvera pas ailleurs, et ça fait partie de la chaleur des podcasts. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, la radio, j'appelle ça un peu l'ancien monde, je les casse un peu, allez, on a le droit un peu. Ouais, voilà. Et ben, cet ancien monde, c'est des gens qui, parce qu'ils sont un peu ringards, ils sont déconnectés technologiquement, ou ils n'ont pas envie de le faire, parce que de toute façon, quand l'heure a sonné, c'est plus leur boulot, ils sont chez eux, ils sont tranquilles en Charentaise, ils n'ont pas envie de faire leur boulot, tu vois. Et ben, à ce moment-là, ces personnes-là ne sont pas proches, parce que finalement, ce sont des personnes qui sont inaccessibles. Là où nous, il y a une contrainte inversée, c'est que s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'audience. Et si je déroule ça jusqu'au bout, c'est que si notre émission, elle n'a pas assez de personnalité, si on n'est pas assez intéressant, si on est ringard, si on n'est pas drôle, si on est tout ce qu'on veut, indirectement, ça ne va pas marcher et il faudra changer, quoi. Je pense qu'il commence à avoir vraiment là maintenant depuis quelques mois un phénomène de starification un petit peu du podcast. C'est-à-dire que les gens ont des timelines de podcasts non pas thématiques, mais disent par exemple, moi j'adore Camille Robotique, j'écoute tous les podcasts Camille Robotique, quel que soit le label ou l'émission qu'il fait. Et du coup, c'est autour de la personnalité. Voilà. L'âme aussi, c'est un peu le cas. Il y a des gens, ils écoutent Studio 404 et Le Log, qui est les deux émissions qu'il fait, plus les émissions de la JVTV, mais pas le reste de podcasts de qualité ou d'autres émissions, parce que c'est l'âme qui les intéresse. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré l'équipe du Chip, qui est un podcast hébergé par AfroStream. Une équipe de coup qui est exactement la même que celle de l'émission Noir is the New Black, diffusée par Arte Radio. Donc c'est Mélanie, Kevin et François, qui sont 3 potes, qui font une émission sur la pop culture afro pour le Chip, et plus une émission sur des thématiques bien précises pour Noir is the New Black. Du coup, on écoute un extrait et après on entendra Mélanie, que j'ai rencontrée et qui se réjouit vraiment des interactions avec leurs audiences. Donc, au programme de l'émission cette semaine, on a quoi ? On a évidemment les Oscars et les Césars, beaucoup de cinéma, beaucoup de Black Excellence et beaucoup de Moonlight. On va un peu évoquer le bif l'embrouille, si vous préférez, entre Rémi Ma et Nicki Minaj. Donc ça va parler Peura, ça va parler gossip, ça va être assez drôle. Ça va parler Peura. On va parler également de Karrueche et Chris Brown. Chris Brown est maintenant interdit légalement de l'approcher, donc apparemment c'est assez chaud. Et on va également parler de la déclaration de Passy chez Ardisson sur la colonisation. Magnifique punchline. On va dire 2-3 trucs sympas. On commence comme ça ? Bon, vous étiez où au moment où Moonlight a gagné meilleur film ? Alors honnêtement, dans mon sommeil,
Pareil. Je dormais bien profondément. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai dû lire et voir des vidéos pour comprendre le quiproquo. Ben moi j'étais pareil, j'ai dormi et tout, je me suis réveillée vers 7h et là il y a mon copain qui est rentré et qui a fait hey, le grand remplacement a eu Le grand remplacement. Voilà. Non, bah oui, puisque c'était assez marrant de voir toute l'équipe de Moonlight arriver sur scène donc voilà quoi. I'm sorry. No, there's a mistake. Ce qui est assez marrant, c'est que les gens débattent avec nous sur des trucs qu'on a dit. Des fois, dans des podcasts, on a critiqué. Enfin, moi, j'ai critiqué à un moment les Kardashians, et du coup, les gens ils sont venus débattre avec nous. Ils ont fait ah bon, mais pourquoi t'aimes pas ça? Enfin, très clairement, quand t'écoutes une émission à la radio classique, tu te sens pas pote avec Jean-Michel Apathy ou je sais pas. Tu vois, c'est pas la même démarche en fait. La radio, c'est vraiment t'es là pour le contenu. Le podcast, j'ai l'impression que t'es là pour le contenu et le contenant aussi un petit peu. Chaque semaine, t'as envie d'avoir l'avis des gens que t'écoutes dans tes podcasts et te dire, tu vois, c'est un peu comme si t'allais boire un verre avec tes potes et que autour d'une table, on discute des dernières actualités autour de la black culture. Après, moi, c'est vraiment un format qui me touche vachement. J'écoute beaucoup de podcasts américains et c'est le format que je préfère en fait, parce que il y a vraiment ce truc où tu t'attaches un peu à la personnalité des hosts et que tu commences à les connaître comme des vrais gens. Une réaction? Moi, je trouve ça vachement intéressant le côté clivant du podcast où, comme il y a de la personnalité, il y a des gens qui adorent et il y a autant, enfin pas autant, mais il y a des gens qui détestent. Est-ce que du coup vous pensez que l'audio a ça de particulier et a ça de cool, qui est que c'est pas forcément un format qui est très viral, on va dire, par rapport à une vidéo, enfin moi c'est mon avis en tout cas, mais c'est un format qui est extrêmement fidélisant? Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? D'accord. Je pense que l'audio n'est pas viral comme on le pense, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de talent en audio. Voilà. Il faut le dire à un moment. Voilà. Je vous donne un exemple. En 98, il y a un mec qui fait Nullbuck, qui n'est pas un truc fantastique à tomber par terre, parce que c'est en fait un plagiat de Vincent Pérusse, là. François Pérusse. Voilà. François Pérusse. Voilà. Et il fait Nullbuck depuis toutes ces années. Ça existe encore, il y a des fans, des mecs qui réécoutent ça tous les jours, et il y a toute une économie autour, c'est-à-dire qu'il y a des BD qui sont faites, des livres, des jeux de rôle, des je sais pas quoi. Vous allez à la FNAC, il y a un rayon d'Nullbuck, ça veut dire que c'est possible, et c'est juste parce que le mec, il a le temps, il l'a fait, tout ça. Et aujourd'hui, on est encore dans le traumatisme de la radio, c'est-à-dire qu'on a les mauvais acquis de la radio, mais je trouve que des podcasts comme 2 heures de perdu, ou l'original qui fait des podcasts de 15 heures, ils sont en train de s'extirper de la radio, et vont peut-être créer quelque chose qui demain sera le truc qui va nous rendre complètement dingue et accro, et on va adorer ça. J'attends. J'espère que ça arrivera avant que je sois trop vieux. Moi, je veux revenir sur le parallèle avec la vidéo. En fait, la vidéo fidélise aussi. Tu vois bien les chaînes YouTube, et celles qui fidélisent le plus, c'est celles qui produisent le plus. Parce que pour fidéliser, il faut du contenu. Et 2 heures de perdu, il y a un côté fidélisant parce que c'est 1 heure de contenu par semaine. Donc nos voix, tu vas les entendre. Si tu veux les écouter, tu vas les entendre. Et donc là, il y a un côté fidélisation très fort. Et c'est plus facile à faire avec de l'audio qu'à faire avec de la vidéo. Parce que si je devais produire 1 heure de contenu vidéo par semaine, bah alors ça serait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pognon. Et souvent, c'est 2 choses qu'on n'a pas. Donc si on devait le faire, ça serait super nul, quoi. Et il y a une marge de progression extraordinaire. Donc si vous voulez vous lancer dans le podcast, faites-le. Parce que nous-mêmes, nous sommes consommateurs de podcasts et on veut des podcasts cool, punk, qui déchirent tout. Voilà. Faites, c'est pas dur. La preuve, mini bio personnel. La preuve, je l'ai fait. Ouais, c'est toujours facile de parler de sa success story puisque de fait, elle a réussi. Mais nous à la base, moi je vends des voitures. Tu vois, j'ai pas fait d'audio, j'ai pas fait de radio. J'écoutais Mermet, j'écoutais plein de podcasts à l'époque. Et puis on l'a fait. Antoine et Fibretique, c'est maintenant le moment d'accueillir notre chroniqueuse Salomé Kiner qui nous fait une petite critique de livre audio comme d'habitude. Bonjour Salomé. Bonjour Andréane. Alors aujourd'hui, tu t'es penchée sur la question de la poésie en livre audio. Exactement, et ce n'est pas une question rhétorique, loin de là. Alors on avait déjà parlé de la nouvelle, qui pour le coup passe très bien à la lecture auditive. J'en ai donc déduit que la poésie trouverait là un support idéal. Grâce à ses formes brèves, d'une part, c'est plus confortable à l'écoute qu'un roman fleuve, c'est clair, c'est plus facile à suivre aussi. Et grâce au style, ensuite, lyrisme ou prose, la poésie est plus douce à
l'écoute que, mettons par exemple, les charmes discrets de l'intestin. Enfin, s'il y a bien un genre littéraire entre tout ce qui soit proche de l'oralité, pour moi, c'est bien la poésie. Alors évidemment, je suis allée vérifier cette théorie par moi-même et contre toute attente, mes conclusions ne valident pas tout à fait cette hypothèse. La poésie en livre audio, oui, mais pas pour n'importe quelle écoute. Blues de la pluie. Agathe Chéreau, beau musicien, au pied d'un arbre dévêtu, parmi les harmonies perdues, près de nos mémoires défaites, parmi nos mains de défaite, et des peuples de force étrange, nous laissions pendre nos yeux, et, Natal, dénouant la longe d'une douleur, nous pleurions. Voilà, cette magnifique évocation d'un paradis perdu, c'est le blues de la pluie d'Aimé Césaire. Vous avez peut-être reconnu son art de la concision ou ses césures en uppercut. Aimé Césaire, c'est une poésie sanguine, une langue chaude et puissante, un vers qui cogne, une phrase qui martèle. Pour ceux qui le découvrent, ça arrive et je vous envie. Aimé Césaire, homme politique et grand poète français de Martinique, né en 1913, mort en 2008 avec son ami Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas. Il fondait dans les années 30 la Négritude, un mouvement de libération culturelle et politique. Son texte fondateur, Cahier d'un retour au pays natal, est un long poème en vers libre. C'est un texte exigeant, comme toute l'œuvre d'Aimé Césaire. Pourtant, je ne crois pas que ce soit à cause de cette complexité que l'écoute de Cadastre soit difficile. Ce n'est pas non plus la faute du comédien qui s'en débrouille très bien. Lui, c'est Jacques Martial, et les fans de Navarro, si ça existe encore, reconnaîtront peut-être la voix de Bain-Marie. Non, je crois que ce qui rend l'écoute de la poésie si spéciale, c'est parce qu'elle nous rapproche du silence. C'est une littérature qui soigne ses sonorités, sa longueur, ses images, sa technique. Je ne vais pas vous faire un cours de français, mais tout ça pour dire que la poésie est là pour nous rappeler à quel point le langage est puissant dans ce qu'il nomme et dans ce qu'il tait, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il cache. Alors Cadastre, en l'occurrence, c'est 53 poèmes, et c'est vrai qu'au bout du 5e, j'en avais déjà oublié le premier. Je ne sais plus qui me parle d'hibiscus, d'oiseaux écarlates, de moignons d'arbres, d'aubes et de crépuscules. En somme, Aimé Césaire est un des grands poètes du XXe siècle, aucun doute là-dessus. Et c'est exactement pour cette raison que je vous conseille de le consommer avec parcimonie. Un poème tous les matins, par exemple, pour lui laisser le temps de décanter. Et si jamais on veut commencer par quelque chose de plus abordable? Alors, c'est pas mon genre, Andréane, mais c'est possible aussi, en l'occurrence, puisque les vacances d'été approchent. J'ai pensé à tous ceux qui prennent l'autoroute du soleil avec des marmots sur la plage arrière. S'ils vous fatiguent, faites-leur donc écouter des poèmes. C'est un moyen très efficace de les assommer, et si ça ne les assomme pas, au moins ça pourra les instruire. Alors, sur le site d'Audible, on trouve pas mal de choses. Je vous conseille par exemple les poèmes sur les animaux, lus par Rachida Brakni et Isabelle Carré. Dans le même genre, les fables de La Fontaine par Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'est toujours un plaisir. Les 50 poèmes pour enfants très sages. Le titre est pourri, on est d'accord, mais la liste des comédiens fait rêver. Fernandel, Jean Piat, Jean Villard. Pourri aussi, j'ai Trop stylé la poésie, les 50 plus beaux poèmes de la langue française, avec Gérard Philippe et Serge Reggiani au casting. Alors ces noms n'impressionnent peut-être pas encore vos enfants, mais vous, au moins, ça vous changera des voix de Pokémon. Allez, bonne route. Merci beaucoup Salomé, et on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine émission. C'est la fin de cette émission, la 6e émission de l'Air du Son, l'avant-dernière avant la fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que cette émission est accessible tout le temps, sur toutes les plateformes de podcast, SoundCloud, iTunes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous préférez. Merci beaucoup à Fibre Tigre d'avoir été avec nous. Je rappelle, tu es chroniqueur dans l'émission en podcast Studio 404. Tout à fait. Produite par Qualité, et donc comme c'est la fin de l'émission, tu vas me demander qu'est-ce qu'on va faire en septembre. Qu'est-ce que vous allez faire en septembre? Donc Studio 404 reprend, on fait une émission par mois, il y en aura une en public. Cet été, on fait une super soirée à Grande Control à Gare de Lyon, on va vous donner ça sur notre forum. Et puis on fera un camp déconnecté avant fin 2017. Venez sur notre forum, forum.dequalitéer.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Merci Andréane.
Et merci à Antoine de 2 heures de perdu d'avoir été avec nous aussi pour cette émission. Merci beaucoup, je vais faire ma promo comme Fibre. Mais je t'en prie. Alors déjà, je me suis auto-attribué ambassadeur de Fréquence Moderne, mais on est plusieurs, je parle au nom de tous. Donc Fréquence Moderne, c'est 2 heures de perdu. C'est Culture 2000, qui est une émission sur le même format que 2 heures de perdu, mais sur l'histoire de France. Bon, par contre, les mecs, c'est des agrègues, donc pour le coup, ils sont un peu plus forts que nous. C'est Relire Tintin, une émission sur Tintin, un format très agréable de 10 minutes à écouter. Je vous invite à le faire chez vous. Et à la rentrée, on va sortir plusieurs choses. J'en dis pas plus, mais il va y avoir, je pense, du docu sonore et peut-être un format talk comme 2 heures de perdu encore. Parce que ça marche bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour l'art du son et surtout n'hésitez pas à aller commenter les épisodes de l'art du son. Je vous le dis, c'est déjà le 6e, donc il y en a plein à rattraper si vous avez encore pas écouté. Je rappelle que c'est une émission qui est coproduite par audible.fr et Binge Audio. Et merci beaucoup. Et à la prochaine.